En direct de la porte de Versailles, du Salon des maires, du Salon des sports et parasports qui accompagne le Salon des maires sur Sport Mag TV, donc en direct pour une nouvelle émission sur la savate. On va donner quelques coups de savate avec beaucoup de monde sur ce plateau. Par qui je commence? Maxence, parce qu'il est au bout. Je devrais commencer par Fanny, mais bon, on va faire dans l'ordre d'apparition. Maxence Aleno? C'est ça, tout à fait. Maxence Aleno, donc je suis athlète en savate boxe française depuis bientôt, maintenant 20 ans et en équipe de France depuis 2018. Avec des sacrés résultats qu'on peut citer rapidement. J'ai été 5 fois champion de France en senior et 3 fois champion du monde et 2 fois champion d'Europe. Et champion du monde du coup il y a un mois maintenant. Champion du monde en titre il y a un mois, c'est ça? Tout à fait, en assaut. Fanny. Oui, bonjour, moi c'est Fanny Serena, j'ai 25 ans, je suis professeure de PS et je suis également membre du pôle France de Toulouse depuis maintenant 5 ans. Et j'ai été championne de France assaut cette année et vice-championne du monde assaut. Et l'année dernière, championne de France combat et championne du monde combat. Voilà, wow. Je pratique les deux disciplines. Voilà, tout ça. Et le titre de vice-championne du monde assaut, oui, c'était en Slovénie il y a un mois également. C'est ça. Voilà. Iden. Un peu la pression après tous ces titres. Pas mal non plus, hein. Il y a des choses à dire aussi, non? Du coup, moi, Iden Garcia, bonjour à tous. Je suis originaire de Marseille, j'ai commencé la boxe française en 2010 à BF Paradis à Marseille et je suis arrivé dans le haut niveau en 2018 après avoir performé chez les cadets avec un titre de champion d'Europe. Et maintenant athlète sur le pôle France de savate boxe française sur le Krebs à Toulouse et athlète équipe de France senior depuis 2022. Et je suis 5 fois champion de France, 3 fois champion du monde et 1 fois champion d'Europe. Voilà, champion du monde 2023 donc. Champion du monde 2023 en combat et champion du monde 2024 en assaut le mois dernier, comme mes deux camarades. Ça va, tout va bien, je suis bien entouré et il y en a encore un. Jeff. Alors bonjour, je suis Daye Jeff, je suis licencié au club de l'US Créteil et également membre de l'équipe de France. Donc, j'ai été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Et voilà, j'ai un peu pratiqué le combat et un peu plus pratiqué l'assaut. Et voilà. Le champion du monde, c'était en combat l'année dernière, en 23? Cette année, c'était assaut alors. Oui, cette année, c'était en assaut en Slovénie. Avec Iden. On va peut-être tout de suite d'ailleurs faire la différence entre assaut et combat pour les téléspectateurs et nos partenaires. L'assaut, c'est une pratique où on n'a pas le droit de frapper, on n'a pas le droit de faire mal. En fait, c'est de la technique, c'est à la touche. C'est la boxe française, mais sans frapper. Voilà, on doit toucher, on n'a pas le droit d'aller chercher le KO. C'est très technique. On doit donc apprendre à se contrôler, ça fait appel à la souplesse et la vitesse, etc. Et le combat, l'objectif premier, c'est de mettre KO son adversaire. Et en général, on fait les deux, comme Fanny, ou on se spécialise En général, on se spécialise, mais c'est de plus en plus qu'il y a des combattants qui font les deux et qui réussissent à performer dans les deux. Mon avis personnel, c'est que les deux sont complémentaires. Donc voilà, c'est une bonne chose de faire les deux. Le combat pour déverser l'adrénaline et l'assaut pour la technique. Voilà, c'est ça. D'accord. Eh bien, je pense qu'on accueille également Richard Aguenaini avec sûrement... non, je me suis trompé, c'est Agueninai, pardon. Directeur de la performance, entouré comme ça doit être assez facile d'être performant. C'est facile. Bon, en fait, je suis à ce poste depuis 2 ans aujourd'hui. Donc avant ça, j'étais entraîneur national pendant plus de 25 ans, responsable et créateur du pôle France, donc au Krebs à Toulouse. Donc mon parcours sur les suivis des athlètes à, on va dire, l'accession au plus haut niveau, je l'ai vécu pendant toutes ces années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de continuer à avoir performé les athlètes à ce niveau-là, c'est satisfaisant. Qu'est-ce qui explique le succès de... Alors certes, la boxe, c'est une boxe française, certes, donc on peut supposer qu'il y a un petit avantage aux Français, mais avec le temps, il y a énormément de concurrence, évidemment. Comment on peut expliquer que les Français soient aussi en pointe? Alors, oui, aujourd'hui, il y a de la concurrence, c'est sûr et certain. On est numéro 1 depuis des années et des années, mais il faut qu'on continue à l'être
à continuer à travailler comme on le fait. Hein. Notre objectif, c'est de rester numéro 1, mais pas flancher, c'est-à-dire continuer à se performer davantage pour être encore meilleur. Parce qu'il y a des nations qui sont à la porte là et qui nous attendent passionnément. Alors vous avez performé aussi, hein, vous, en combat, très dernièrement, là c'était il y a 15 jours, même pas, 12 jours. Vous parlez Je ne vous parle pas de vous personnellement, oui, vous n'avez pas été champion du monde, mais... Oui, vous parlez des championnats d'Europe combat. Oui, c'est ça, championnat d'Europe, oui, les pardon. finales du championnat d'Europe qui se sont déroulées à Longwy. Qui étaient à Longwy il y a 15 en jours, c'est France, ça. d'ailleurs. Ouais. Voilà, même chose aussi, donc belle performance aussi des équipes de France féminines et masculines. Avec des titres, c'est qui Damien Fabregas notamment. Entre autres, oui, qui a remporté à nouveau un titre, voilà, champion d'Europe en combat. Vous avez évoqué, on peut peut-être d'abord rester un petit peu sur votre sport qui est assez particulier, un petit peu à l'ombre de la boxe, enfin des sports plus classiques. Comment se développe aujourd'hui la savate? D'abord peut-être par les chiffres, après on aura le côté qualitatif, mais le côté chiffres, la fédération, comment vit-elle? Eh bien, on est en constante progression. Hein. On a encore des licenciés hein, d'année en année, donc on progresse. Ensuite, quel chiffre vous tournez autour de combien de licenciés? 60 000 licenciés. Oui. Voilà. Et c'est un chiffre en hausse constante. On augmente. On augmente. Voilà. On aimerait que ça aille plus vite, mais voilà. On n'est pas en difficulté de ce côté-là. Voilà. Il y a eu l'effet Covid. Comme dans toute discipline, hein, on a eu bien sûr une perte, mais voilà, on rattrape, on va dire le chiffre qu'on avait à l'époque. Il y a des freins, je pense évidemment aux infrastructures ou autres. Est-ce que vous êtes limité dans votre développement? Après le frein, on a de plus en plus d'athlètes qui pratiquent plusieurs disciplines. Donc voilà, donc à un moment, quand nos athlètes ont fait un petit peu le tour dans notre activité, il y en a certains qui partent dans d'autres activités pour s'essayer et puis avoir d'autres titres pour compléter leur palmarès. Voilà. Mais notre travail à nous, c'est de continuer donc, à performer et à continuer à développer notre activité. Et de votre côté, comment vous jugez l'évolution de votre sport? Fanny a expliqué tout à l'heure l'aspect compétition où elle fait les deux. Maxence, peut-être, est-ce que vous avez la sensation que la savate est en évolution, la boxe française en évolution? Moi, pour le coup, je le vois plus du spectre assaut, où je suis spécialisé là dans cette discipline depuis le début, où on voit vraiment que le niveau au niveau national, malgré mes titres répétés, on va dire au niveau national, se densifie. Tous les ans, on a toujours des adversaires qui sont de plus en plus coriaces. Si on nomme aussi les adversaires qu'on a au championnat du monde, même au-delà simplement au niveau national, on a un niveau qui monte aussi et qui permet justement de donner encore plus de saveur au titre. Moi, de mon spectre, quand je m'entraîne en club, ce que je trouve bien avec la savate, c'est vraiment ce côté où on va croiser énormément de profils différents dans une salle. On va croiser des jeunes, on va croiser des moins jeunes, on va croiser tout profil professionnel et ça permet vraiment de croiser énormément de personnalités différentes et ça donne, je pense, pour le coup une très belle richesse à ce sport et c'est ce qui fait aussi qu'on continue malgré beaucoup d'années de pratique. Tous les ans on continue. Qui a évoqué, je ne sais plus qui l'a évoqué, peut-être Iden d'ailleurs, qu'il y avait le pôle sport. Alors on en parlera ensuite avec le directeur de la performance, mais est-ce que pour vous, dans le déroulement de votre carrière, c'est un changement complet, enfin, ça vous permet de passer vraiment un cap? Décrivez-nous peut-être d'ailleurs le pôle sport qui est au Krebs à Toulouse, c'est ça? C'est le pôle France, c'est la seule structure de haut niveau de savate boxe française en France. Il y en avait plusieurs à l'époque, Richard saura le dire mieux que moi. Il y avait des pôles espoirs, il y avait des pôles France sur Toulouse, sur Paris, il y en avait même sur Vichy. Et le dernier qui est toujours présent et le seul actuellement, c'est celui qui se trouve sur le Krebs de Toulouse, le pôle France. Et oui, personnellement, moi je suis arrivé en 2019, donc j'avais 17 ans. Et ça a été un réel tremplin pour moi sur ma carrière sportive, du fait de passer avec des entraîneurs de haut niveau, d'avoir un entraînement bi-quotidien
et également d'avoir une structure qui se concerne sur ma carrière sportive, mais également sur ma carrière scolaire et professionnelle. Donc c'est un suivi et on a juste à... Le déroulé se fait seul et on a juste à normalement comment dire ça, tout est mis en place pour réussir. Voilà, après bien sûr il y a l'investissement personnel qui est important, mais pour moi ça a été un réel tremplin d'être à l'entraînement 2 fois par jour avec des entraîneurs nationaux, et je pense que c'est une des grosses raisons pour laquelle j'ai eu tous ces titres à l'heure d'aujourd'hui. Merci. Richard Guédinaï, ce pôle France, c'était indispensable pour faire évoluer la savate? Moi, je pense que oui. Donc, à l'époque, lorsque le pôle France a été créé, il en existait un déjà, donc à l'INSEP. Voilà. Ouais. Et donc, la fédération a pris la décision donc, de créer un 2e pôle France, de manière à avoir un truc centralisé sur Paris et puis un en province. Très rapidement, donc le pôle France donc a posé ses marques, hein, et puis forcément ça peut aider des sportifs à pouvoir développer la pratique, comme l'expliquait Iden, d'avoir un entraînement bi-quotidien. Donc c'est pas le cas de tous les athlètes aujourd'hui. C'est pas un sport où on vit de ça. Donc les athlètes dans le monde de tous les jours vont à l'école ou vont au collège ou au lycée où ils travaillent et puis ils s'entraînent en règle générale le soir. L'avantage d'un pôle France, c'est d'avoir cette facilité de pouvoir s'entraîner 2 fois par jour avec des horaires aménagés, parce qu'il y a des conventions passées avec les établissements scolaires, etc. Et donc c'est vraiment une opportunité pour des athlètes qui veulent aller toucher, on va dire, le haut du panier et faire du très haut niveau. Combien d'athlètes sont au pôle France comme Iden? Alors aujourd'hui, oui, sur le pôle France, il y a 16 athlètes. Oui. Voilà, des féminines, des masculins. Sachant que la parité, elle est... 9 filles, 7 garçons. Donc ça, c'est la parité, 9 filles, 7 garçons. Merci Fanny, c'est intéressant. C'est ça, je crois que c'est ça les 9. Hein, c'est ça, c'est 9-7. Sachant que si je peux me permettre juste de rajouter une petite chose qui est important, il me semble, sur la structure du pôle France, c'est qu'on a l'avantage. Moi, à la base, je m'entraînais dans une salle, une association sportive à Marseille. C'était une salle omnisport. Et là, d'un coup, on arrive sur un pôle France avec une très jolie salle de boxe. Des installations consacrées à votre activité. Des installations sportives. Là, on a une salle avec 4 rings élevés, 13 sacs de boxe, une cage de crossfit, un espace musculation. On a un staff médical, une piste d'athlétisme. On peut avoir accès à un suivi diététique, un suivi psychologique. Enfin, il y a tout qui est mis en place pour qu'on réussisse, quoi. Donc c'est très très intéressant. Du coup, on est comme un professionnel. Comme un professionnel dans un sport reconnu amateur. Voilà. Ouais. Vous avez parlé de l'INSEP tout à l'heure, Richard. Oui. Il y a toujours des athlètes en fait, de savate à l'INSEP? Non. En fait, nous ne sommes pas un sport olympique. Et oui. Et à l'époque, ils avaient pris la décision de ne garder que les sports olympiques sur l'INSEP. Donc le pôle France qui existait sur l'INSEP est parti s'installer à Châtenay-Malabry. Voilà, pendant quelques années, là, avant de disparaître. Avant que ce nouveau pôle soit créé à Toulouse. Alors le pôle France était déjà en place. Hein. Ah d'accord. Voilà, en fait, pendant plusieurs années, il y avait encore un pôle à Paris et un pôle à Toulouse. Et pourquoi ce pôle à Paris n'a pas résisté avec le temps? Alors, après, je pense qu'à Châtenay-Malabry, je pense que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Pour le site n'était pas idéal. Non, pas forcément le site, mais peut-être dans l'organisation au sein du CREPS, là, pour permettre aux athlètes de pouvoir accéder au plus haut niveau. Voilà. Et Fanny n'y est pas au pôle France? Fanny est au pôle... Si, moi je suis au pôle France. Ah oui, en même temps que Iden, j'ai rejoint le pôle France en 2019. À Toulouse aussi alors? Oui. D'accord. Ouais, pardon. Je vais donner la priorité à Iden, mais vous pouvez en parler avec Fanny. Non, mais dites votre avis également sur ce pôle France. Non, oui, pour moi, ça m'a changé la vie.
c'était, comme il a dit, toutes les conditions réunies pour performer, l'aménagement de l'emploi du temps pour les études. Moi, donc, quand je suis rejoint le pôle, j'étais pas encore prof de PS. Donc je faisais mes études pour passer le concours. On nous aménage l'emploi du temps à la fac. Parce que les entraînements quotidiens, je les faisais quand même, mais j'étais obligée de me lever à 6 h du matin pour aller m'entraîner. Là, en fait, on nous arrange, on loupe tel ou tel cours en fait, qu'on rattrape le week-end et on peut aller s'entraîner. Et mine de rien, c'est 2 heures de sommeil gagnées, c'est 2 heures de sommeil pour être plus en forme. Et même maintenant, le fait d'être sur le pôle France, ça me permet du coup en tant que prof de PS d'avoir de ne pas être muté comme tous les enseignants le sont normalement, temporairement, hein, le temps que je suis sur le pôle, pour avoir une affectation dans l'Académie de Toulouse. Donc moi, forcément, ça a changé ma vie. En plus, c'est un bon groupe, on est soudés, on se soutient. Aussi, ce qui est important, c'est qu'on n'est qu'entre athlètes de haut niveau. Donc en fait, les sparring, ils sont que de qualité. On boxe qu'avec des boxeurs qui boxent bien. Donc on prend des bonnes habitudes et voilà. Et ça nous aide en tout cas, c'est pas toujours parfait, mais en tout cas ça nous aide vachement. On va peut-être se tourner vers Jeff, qui à titre de comparaison, quel est l'avis d'un athlète qui n'est pas au pôle France justement? Sur quel sujet? Sur la vie réelle, l'entraînement et autres structures. Eh bien, moi je fais partie de ceux qui travaillent la journée pour s'entraîner le soir, donc j'ai pas d'entraînement quotidien. Donc on s'adapte. De quelle ville Je suis de la ville de Créteil, dans le 94, donc en Ile-de-France. Le club donc moi je suis enseignant de PS, donc j'ai la journée avec mes élèves. En fin de journée habituellement, j'entraîne en club, parce que du coup j'entraîne les jeunes de mon club. Et ensuite après leur entraînement, donc c'est à mon tour de m'entraîner. Enfin, à la fin de la journée, enfin le droit de s'entraîner. Voilà. Et on utilise les dernières ressources qu'on a pour s'entraîner. Pas envieux de ceux qui sont au pôle France? Alors c'est pas la même vie. Personnellement, ça me conviendrait moins de m'entraîner 2 fois par jour. J'aime quand même avoir mon train de vie avec mes élèves et toutes les autres casquettes que j'ai à côté. Voilà. Pour moi, je sais que je me plais vraiment dans le PS la journée, être coach en fin de journée et m'entraîner. Ce train de vie me plaît vraiment. Richard Aguelinay, quel modèle de développement sur tout ce pôle sportif, là pas le pôle France, hein, le pôle sportif au sens large, quel est le modèle de développement à l'heure actuelle pour la savate? Vous disiez tout à l'heure que la concurrence était de plus en plus présente. Qu'est-ce qui va permettre à la savate française de rester au-dessus du lot? Alors, aujourd'hui, on a plusieurs projets. Déjà, on a le projet de transformer on va dire le centre d'entraînement national qui est au Krebs à Toulouse en un centre international. Dans l'idée, c'est de pouvoir inviter les pays étrangers à venir aussi se former chez nous. Voilà. Ce qui permettrait aussi à nos athlètes d'avoir des partenaires d'entraînement, qui permettraient encore d'élever le niveau de chaque athlète. Et ensuite, on est sur une démarche aujourd'hui de travailler un petit peu avec les territoires, et de trouver un système pour détecter, on va dire, les futurs potentiels et de commencer à travailler avec eux, avec un système sur lequel on est en train de travailler et qu'on doit mettre en place assez rapidement. Peut-être dans l'idée d'éventuellement créer des pôles espoirs. Donc c'est une idée. Plusieurs dans le territoire. Voilà, c'est-à-dire de vraiment travailler avec l'ensemble des territoires pour pouvoir proposer, on va dire, à des clubs qui n'ont pas ce privilège d'avoir des lieux où ils peuvent venir s'entraîner et tourner avec des athlètes de haut niveau. Oui, parce que vous avez une grosse concurrence. Je veux dire, vous faites partie des sports de combat et certains peuvent aller au karaté, à la boxe. Ce serait amusant d'ailleurs que vous disiez tous les 4 si vous avez été tentés ou si vous avez fait d'autres sports après. Mais Richard, vous avez une grosse concurrence finalement, parce que la boxe française n'étant pas olympique en plus, peut-être que d'autres se disent tiens, je peux aller voir ailleurs. Oui, peut-être, oui. Je ne vais pas dire le contraire. Voilà, c'est sûr que aujourd'hui la boxe est devenue un sport à la mode. Voilà, c'est un sport à la mode. Par contre,
je pense, on a une très bonne école. La boxe française est une très bonne école. Voilà, et je pense qu'il y a même d'autres athlètes dans d'autres activités qui le disent haut et fort. Voilà, oui, c'est une belle école. Voilà. Mais nous, il faut qu'on arrive à continuer à développer notre activité et puis à être présent partout, de manière à développer, et même au sein de l'éducation nationale. On va travailler avec les collèges. Alors, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal d'athlètes qui sont professeurs de PS. Donc, ils enseignent la savate au sein de leur établissement. Donc ça, c'est des moyens de faire connaître notre activité, de le développer davantage. Oui, c'est vrai, notamment Jeff qui est prof parallèlement, prof de PS et prof de savate également. C'est ça. Alors tiens, Jeff, à vous le premier. Est-ce que tu as été soit tenté, soit est-ce que tu as pratiqué d'autres sports de combat? Alors non, j'ai pas pratiqué d'autres sports de combat. J'avoue que je suis tombé amoureux de la savate, donc j'ai pas tenté. D'accord. J'ai pas été infidèle en tout cas. D'accord. Fidèle ou infidèle? Fidèle tout en Parlons de savate. Hein. Parlons de savate. Non, toujours fidèle, mais non, fidèle à la savate sur le secteur compétition. Mais par contre, voilà, il y a le mais, c'est que personnellement, je trouve essentiel pour développer mon niveau au plus haut niveau, d'aller s'entraîner des fois, pas tout le temps, dans d'autres disciplines. On est une discipline où on utilise les mains, on est une discipline où on utilise également les pieds. Les plus forts où on utilise les mains, c'est la boxe anglaise. Donc pour moi, je trouve ça intéressant des fois d'aller faire des sparring avec des boxeurs en boxe anglaise, pour prendre des choses à eux. À l'intérieur du Krebs, à Toulouse? Non. Alors non, on va avec le Pôle France, ça nous arrive d'aller visiter des clubs de boxe anglaise de la ville pour faire des échanges, des sparring, ce qu'on appelle ça des combats d'entraînement. Donc ça, et après également avec le kickboxing, toujours sur la même forme, aller visiter des clubs en kickboxing, et là on va rechercher un peu plus chez eux d'aspect combatif qu'ils ont. Voilà, donc je trouve ça intéressant d'aller prendre des petits tips de chaque discipline pour essayer de les remettre en boxe française. Mais en fait, dans l'idée, chacun a à apprendre dans chaque discipline. En fait. Eux, ils viennent chercher peut-être un peu plus de technique, nous on va chercher un peu plus de combativité. Il y a du bon à prendre de partout. Et pour moi, l'échange c'est le mieux pour progresser. Fanny, fidèle ou infidèle? Alors, alors déjà, avant de faire de la boxe, j'avais fait 1 an de karaté. Bon, ça ne m'a pas du tout plu. Mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après, très jeune, très peu... assez jeune, oui, 9 ans, 8 ans. D'accord. Et j'ai commencé la savate à 12 ans. D'accord. Donc j'ai fait 1 an de karaté, ça ne m'a pas plu. Bon, au final, je me suis retrouvée à faire de la savate par pur hasard. Et c'est un sport que j'ai beaucoup aimé. Après, il y a eu un moment où j'ai eu besoin un peu d'aller mettre les gants ailleurs. Et j'ai fait un petit peu, mais très peu, mais je souhaiterais plus de kickboxing. D'accord. Je souhaiterais plus, pourquoi? Pour prendre de l'expérience, et pourquoi il a dit Eden, pour moi c'est les échanges, c'est une richesse, on a des choses à apprendre, ils ont des choses à apprendre de nous, même si je pense qu'on est les meilleurs. Je pense qu'on est les meilleurs, sincèrement. C'est nous la meilleure école, mais par contre, je pense que ça peut faire du bien, mais dans les deux cas, de façon réciproque. Maxence. Voilà. Moi, je rejoins Eden et Fanny sur ce point-là, de l'importance d'aller dans d'autres boxes. Moi, personnellement, j'ai commencé très jeune la savate, donc je me suis très vite spécialisé dans la savate en termes de sport, de combat. Mais j'ai commencé, comme beaucoup d'enfants hyperactifs, par du judo. Comme on voit mon physique, c'était pas forcément avantageux pour moi. Donc très vite, la savate m'a ouvert les bras, et pareil, j'ai commencé par pur hasard. Et moi, je me suis rendu compte de cette importance d'aller tourner dans d'autres disciplines, potentiellement juste des entraînements, pas forcément faire des compétitions. Lorsque en fait, j'avais à préparer mes championnats du monde en 2018 et que j'étais en stage à l'étranger, où j'avais aucune possibilité de m'entraîner en savate, j'ai tourné pendant 3 mois en kickboxing, et pour le coup, chaque boxe apporte
à l'autre. Et moi je pense que c'est très important en tant qu'athlète d'être ouvert d'esprit et de ne pas se focaliser, de se bloquer dans sa boxe parce que c'est notre boxe, c'est la boxe puriste ou autre. Et voilà, c'est vraiment pour moi important ce côté-là ouvert d'esprit, que les gens en kick viennent en savate, qui découvrent que c'est de boxer avec des chaussures et ce que ça apporte aussi comme ouverture de déplacement, de coups qu'on n'a pas forcément avec les autres box. Et oui, pour le coup, c'est infidèle du coup, mais très ponctuellement. À l'entraînement seulement. Voilà. Bon. Richard et Guénina, un commentaire sur leur expérience multiple que vous connaissiez, j'imagine. Ouais, je les rejoins aussi parce que même moi, en tant qu'entraîneur, quand j'étais responsable du pôle, alors déjà moi en tant qu'athlète, parce que je suis un ancien athlète de haut niveau, déjà dans ma pratique, j'étais de Lyon, pas beaucoup de clubs de boxe française, pas beaucoup de partenaires pour tourner, donc j'ai fait pendant très longtemps de la boxe anglaise. Donc voilà, j'ai également tourné dans les clubs de kick parce qu'il fallait à un moment ou à un autre d'avoir de la confrontation. Donc la progression, elle est là aussi. Se dire, c'est l'échange qu'on peut avoir avec un adversaire différent à chaque fois qui fait qu'on progresse. Il n'y a pas photo. Et là, je les rejoins complètement donc, par rapport à l'analyse qu'ils en font. Mais oui, moi je suis favorable, je suis assez favorable pour ça. Allez, chacun maintenant, un petit mot sur vos perspectives. Maxence, à force de gagner, il faut passer à quoi? Il faut se mettre au combat? Non. Malheureusement, le combat, je ne peux pas d'un point de vue médical. D'accord. Parce qu'il y a évidemment le combat, on a des risques pour les yeux. Moi, pour le coup, j'ai fait une croix dessus. Mais pour faire un parallèle avec mes championnats, mes derniers championnats, pour le coup, ça faisait, on va dire, pas mal d'années où, oui, c'était... je ne vais pas dire que c'était des victoires faciles, mais on va dire que les victoires, je les avais sans trop grand doute au moment de la rencontre, au moment de l'assaut. Tout allait plutôt dans le bon sens. Et là, pour le coup, sur ma dernière finale, c'était très difficile. J'ai eu un adversaire qui a mis une bonne stratégie pour me bloquer ma boxe. Et pour le coup, ça m'a clairement remotivé encore plus. Ah oui. Parce que justement, ça dit qu'il y a toujours du travail. Et quand on a des messages d'amis qui nous disent c'était une évidence quand on est champion, alors pas du tout, c'est pas une évidence. Que tous les ans, en fait, on s'entraîne comme pas possible, qu'on se remet à chaque fois en cause parce qu'on reprend à chaque fois depuis le début les championnats. En fait, il n'y a rien qui est une évidence et je pense que c'est là encore le plus dur, c'est d'essayer de rester au sommet le plus longtemps. Et, voilà. En tout cas, intéressant, relancé par la difficulté d'acquérir le dernier titre. Fanny, oui, moi, qui était vice-championne, donc il y a forcément une perspective, c'est d'être championne. Voilà, déjà, moi, mes résultats, ils sont c'est un peu les montagnes russes, des fois oui, des fois non. Donc voilà, l'année dernière, j'avais fait championne du monde, là, cette année, je fais vice-championne du monde. Il y a un petit goût amer. Donc déjà, l'idée, ce serait de tout rafler, d'aller chercher des titres Europe que j'ai pas encore. Et au-delà de ça, tant que je prendrai du plaisir, je serai là. Et après, c'est aussi au-delà du résultat, derrière quand je regarde la prestation, être fier de moi, de ce que je fais, de voir l'évolution, quoi. Parce que même dans les défaites, il y a du positif et des fois on est fier, des fois on l'est pas. Mais l'idée, c'est surtout voilà. Après, quand je regarde le combat ou l'assaut, je me dis bon là, ok. J'ai perdu ou j'ai gagné, mais j'ai vraiment tout donné. Et mes perspectives, c'est vraiment à chaque fois de sortir et être fier quoi, de ce que j'ai fait, que ça reflète vraiment l'entraînement, les sacrifices que j'ai fait. Quoi. Merci Fanny. Iden. Je trouve ça intéressant ce qui a été dit. Je les rejoins un peu. Moi, mes perspectives en boxe française, c'est de prendre le plus de titres possible, tout simplement. Il y a une étape à franchir, c'est arriver dans le haut niveau. Après, ce qui est difficile, c'est une fois qu'on arrive en haut, c'est d'y rester. Ça, c'est pas évident. Et là où je rejoins Maxence sur ce qu'il a dit, c'est chaque échéance, elle nous fixe des nouveaux objectifs à travailler. Et c'est pour moi, le haut niveau, il n'a pas de limite parce qu'on peut toujours aller chercher plus haut, que ce soit en termes d'objectifs sportifs pour son palmarès, mais même sur les axes de travail à travailler, on aura toujours quelque chose à travailler. On travaille quelque chose, hop, là, on a mis un peu moins un point de vigilance sur un autre thème, donc il faut le retravailler. Voilà, et après Fanny sur ce qu'elle a dit, je la rejoins
je la rejoins aussi, il faut toujours terminer sur une bonne note, sur l'aspect mental, c'est important. Et après, moi, dans mes perspectives, pourquoi pas se challenger dans d'autres disciplines en restant dans le pied-point. Et moi, ce qui m'intéresserait également, c'est d'ailleurs, je suis coach sportif, mais je suis également en train de me former sur des formations fédérales. Et pourquoi pas un jour, c'est un souhait, et ce serait une finalité, passer de l'autre côté en tant qu'entraîneur national et rejoindre suivre les traces par exemple de Richard qui a été athlète, entraîneur national et maintenant DTN adjoint en charge de la performance. C'est un parcours très intéressant et moi ça m'inspire vachement. Voilà. Jeff, perspective? Alors moi j'ai moins de perspectives que mes collègues. T'es plus âgé? C'est ça. Et voilà, ouais. Voilà. Tout s'explique. Je suis un tout petit peu plus âgé. Ouais. Alors moi ma première sélection en équipe de France c'était en 2012. Donc là ça fait quelques années. Donc alors perspective au niveau du sport de haut niveau, c'est essayer encore d'avoir quelques titres nationaux et internationaux. Peut-être 1, 2, gros maximum 3 ans. Et à côté de ça, ma vraie perspective, c'est poursuivre le développement de la savate au sein de mon établissement, au sein de mon AS, de l'UNSS et également dans mon club avec mes jeunes. Et voilà, mon plus grand souhait, ce serait de réussir à pousser et entraîner mes jeunes jusqu'à ce qu'ils prennent nos places et qu'ils soient tous les 4 assis ici en survêtement équipe de France. Ah oui, voilà, entraîneur, mais de ton équipe. C'est ça. Tu ne vois pas au niveau... comme Iden, au niveau national. Ouais, c'est pas le même métier, c'est vraiment pas les mêmes missions. Auprès d'eux. Et voilà, moi j'ai commencé au club et pour l'instant, en tout cas, ma mission. Elle est là. Voilà, à l'US Créteil. C'est ça. Ouais. Voilà. Richard Aguelinay, je finis par une question un peu provoque. Pourquoi on n'a pas pu avoir la boxe française au JO en sport de démonstration, par exemple? Parce que les Français auraient pu pousser. J'ai posé la même question hier sur la pétanque, qui sont des sports typiquement français, créés par les Français. Pourquoi ne pas avoir fait de ces sports spécifiquement français, des sports de démonstration? Oui, on l'aurait souhaité. Ouais. Tout le monde, bien sûr, dans notre activité. Voilà, on a essayé. Voilà. Et puis alors, la difficulté, c'était de rentrer au CIO. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on est dans l'antichambre. Donc c'est compliqué, c'est pas si facile que ça, c'est pas si évident. Non. Voilà, il y a plein de critères, hein, on le sait, hein, pour être olympique aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une activité qui sorte pour qu'il y en ait une autre qui rentre. Voilà, bon, aujourd'hui ça s'est pas fait sur les Jeux de Paris, quel dommage, mais bon, on espère toujours, et puis nos politiques continuent à travailler pour qu'on soit reconnu et puis espère intégrer donc Vous y croyez? Vous croyez possible de le voir? Bien sûr, il faut y croire. De toute façon, parce que quand vous voyez le breakdance ou autre rentrer, vous dites pas, dites pas jamais ils vont revenir vers nous parce qu'on est un sport à l'ancienne, etc. Vous ne craignez pas cet aspect-là? Non. Enfin, moi, je suis très positif là-dessus. Pour moi, j'y croirais. Et puis, même si ça passe, j'y croirais encore. Voilà, je lâcherai pas le morceau. Voilà. Vous avez bien raison. Merci en tout cas à vous 5. C'était très riche. Vous étiez 5 déjà en force. Vous êtes venus en force pour faire respecter la savate. Bravo à vous. Et puis, on sera ravis de continuer ces émissions cet après-midi. Il en reste une, celle de 16h pour Sport Mag TV. On sera à nouveau en direct du parc des expositions de la porte de Versailles. Merci à Pascal Rioche, notre grand maître, Karine Albertus pour tous ces bons conseils pour ces conférences, et puis David Théophile à la production, Matteo Carducci à la réalisation. Tout ce petit monde sera encore là à 16h pour la prochaine conférence. Ce sera encore un sport de combat, le judo.